manifestation devant l'ambassade de Hongrie en faveur de la Syrie. Je crois que je ne me trompe pas. Il y en a deux des manifestations. Hein? Il y en a une aussi à Saint-Rita, c'était deux manifestations. Une à Saint-Rita aussi. Ah, ça, ce sont les hasards de la vie politique à Paris. C'est qu'évidemment, il y a pas mal de choses à faire. Donc, merci à ceux qui sont venus aujourd'hui, soit parce qu'ils ont choisi en toute connaissance de cause, d'autant plus flatteur, soit parce qu'ils ne savaient pas. Mais c'est quand même très bien qu'ils soient là. Bon. Donc, merci aux nouveaux venus, parce que je vois avec plaisir qu'il y a à chaque fois de nouvelles têtes qui apparaissent. Ça se reproduit, ça se renouvelle, ça change. Les anciens reviennent, puis repartent. C'est très vivant. Alors, je ne sais pas ce qui les amène tel jour et pas un autre jour. Je voudrais peut-être me l'expliquer un jour. Bon, de toute façon, ça ne changera pas ma ligne d'iota. Bon. C'est tout de même curieux. La construction intellectuelle. Pourquoi est-ce que brusquement un jour, je me suis dit, tiens, il y aurait un sujet à traiter qui serait intéressant, en principe. Un texte qui s'appellerait, une conférence qui s'appellerait, et le point de départ de ma réflexion, c'était le bombardement de tous nos hommes politiques de nous parler des valeurs de la République. Je me suis dit, bon, alors la République, oui, on connaît, ce serait peut-être bon de faire un truc là-dessus, et montrer tout de même que les valeurs de la République, oui, c'est la République, mais c'est pas la France. Et c'est pour ça qu'un beau jour, l'illumination m'est tombée dessus, et que je me suis dit que j'allais traiter le sujet sous le titre de Clovis aux valeurs de la République. Il y a une chose tout de même extraordinaire quand on étudie l'histoire, c'est de voir comment à certains moments il y a une conjonction d'événements, de rassemblements de personnes qui vont créer une dynamique, qui vont créer quelque chose. Et on en a le meilleur exemple, qui sera le début de la construction de la France, par cet assemblage entre trois personnes totalement différentes. Au départ, Clovis, la reine Clotilde et l'évêque Rémi, le futur Saint-Rémy. Eh bien, cet assemblage, qui pouvait paraître improbable, qui a servi de base au début de la construction française. Et donc, ma question, c'est, mais sans Clovis, sans la reine Clotilde et sans l'évêque de Reims, est-ce que la France aurait vu un jour le jour? On sait que les Gaulois avaient été incapables de s'unir. Peut-être que Vercingétorix, un jour, aurait réussi à rassembler les tribus gauloises, à les domestiquer quelque peu, leur apprendre à obéir. Oui, peut-être. Mais malheureusement, sa défaite à Tolbiac, à Alésia, qu'est-ce que je raconte? À Alésia ne lui a pas permis. Et donc, c'est un total inconnu qui un jour émerge. Et toute l'histoire de l'humanité est faite justement d'éléments de ce genre, qui fait qu'à un moment donné, il y a un personnage totalement inconnu qui émerge et qui va créer quelque chose. Pourrez-vous faire le parallèle flagrant aujourd'hui avec Poutine? Exactement la même chose. Un personnage inconnu qui brusquement, paf, émerge et crée une dynamique. C'est bien pour Clovis, ça a été ça. Alors, rappelons un petit peu qui était Clovis. Clovis, à la mort de son père en 481, hérite du royaume qui correspondait à peu près, j'ai connu la région quand j'étais en Belgique, la région de Tournai qui est coincée entre la mer du Nord, l'Escaut, le Cambrésis, jusqu'à Reims, Amiens et Bologne.
Donc vous voyez, vous êtes dans la bonne ligne. Et Clovis prend la tête du royaume franc-salien de la tribu des Mérovingiens avec le titre de roi. C'était le titre dévolu au chef de guerre des nations barbares au service de Rome. Parce qu'en fait, ces barbares germains faisaient partie de ces barbares que Rome avait essayé de prendre à son service et qui à la fois a été protégé un moment par eux et en est pour bien souvent tombé victime. Mais enfin, le cas de Clovis, c'est autre chose et c'est très intéressant. Alors, quand on voit le parcours de Clovis, incontestablement, c'était un chef de guerre. Sur le plan militaire, valeureux combattant, rusé, mais il a bénéficié d'une chose, justement, c'était son expérience à la fois personnelle et celle de sa tribu, d'avoir été au service de Rome, qui avait appris à ces légions de barbares la discipline que les Gaulois étaient bien incapables d'observer. D'où leurs défaites, leurs débandades régulières, parce qu'ils n'étaient pas disciplinés. Et donc, j'attire l'attention sur ce fait, c'est que la France est une construction franque, pas une construction gauloise. Mais Clovis, en chef de guerre avisé et surtout en politique avisée, avait parfaitement compris que s'il voulait étendre son royaume, il fallait qu'il s'allie avec le public gaulois des territoires qui l'entouraient. Et on a vu un des premiers exemples de cette subtilité politique et de sa détermination par l'affaire du vase de Soissons. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Et là encore, discipline. Il donne l'ordre à ses soldats de restituer tous les objets religieux qu'ils avaient pillés, parce qu'il ne voulait pas qu'il y en ait un usage mal approprié. Et un de ces guerriers, chef guerrier, ne veut pas obéir, se saisit d'un vase, et Clovis ne fait ni une ni deux, il lui fracasse le crâne avec sa hache à double tranchant. J'ai toujours aimé cette hache à double tranchant parce qu'elle a toute une symbolique. Elle tranche aussi bien à droite qu'à gauche. C'est tout un programme. Donc vous voyez le début de Clovis, curieux personnage quand même. Et alors Clovis, là encore, il faut savoir ce qu'on veut. Quand on veut quelque chose, il faut en assumer tous les moyens. Eh bien Clovis, il ne baignait pas dans la naïveté, dans l'angélisme de nos catholiques d'aujourd'hui. Il a fait place-nette autour de lui, non seulement de tous ces petits rois francs comme lui, qui pouvaient lui être quelque peu hostiles, ou tout au moins être concurrents, y compris dans sa famille. Il a fait le vide autour de lui, de façon à ce que seuls ses enfants puissent lui succéder. Et on trouve là, dans cet aspect barbare de son action, cette vision déjà dynastique sur laquelle la construction de la France allait se bâtir. Une notion dynastique, la succession de père en fils. Donc, en fait, ce n'est pas simplement un peuple germain qui s'impose en Gaule, mais c'est l'union de ce peuple germain avec les Gallo-Romains. Et alors, il va se produire un élément décisif dans tout ça. C'est sa conversion.
Et alors là, il faut bien observer une chose, bon, et là aussi, question de personnalité. L'évêque Rémy était un homme respecté, non seulement par les Gallo-Romains, mais y compris par Clovis, qu'il avait d'ailleurs pris comme conseiller politique. Donc vous voyez comment, progressivement, les morceaux du puzzle vont se mettre en place. L'influence du fait de l'admiration que Clovis portait à l'évêque Rémy, l'influence de Rémy, et c'est Rémy qui va pousser Clovis à épouser la princesse Clotilde, qui était la fille du roi des Burgondes. Donc, là encore, objectif politique, s'allier avec un élément de poids dans cette région que Clovis envisageait de progressivement soumettre. Et c'est comme ça qu'il épouse la princesse Clotilde. Et alors, Clotilde. Autre élément qui intervient de ce trio qui s'est formé, c'est Clotilde qui va pousser Clovis à se convertir à la religion catholique. Et ça n'a pas été une mince affaire, parce que ce roi barbare se disait tout de même, bon, elle est bien gentille avec son Christ, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce chef, le Christ, qu'on dit le Christ, qui accepte de se faire crucifier, qui n'envoie pas ses légions pour combattre en son nom, et mettez-vous dans le crâne d'un barbare, Christ n'était pas très crédible. Et bien pourtant, et l'influence de l'évêque Rémy et l'influence de Clotilde, il finit par se laisser convaincre. Et là, élément intéressant, qu'est-ce qui le fait basculer? Qu'est-ce qui le fait basculer à un moment donné, malgré toutes ses réticences? Ben, tout simplement, le sort d'une bataille. La bataille de Tolbiac. Il était venu en aide à un de ses alliés, qui avait été blessé à cette bataille, et c'était contre les Alamans, et c'était lui-même en mauvaise posture, et c'est à ce moment-là que, se souvenant de ce que son épouse Clotilde lui avait dit, etc., il se dit, mais après tout, bon, où j'en suis, je vais promettre que si jamais je gagne la bataille, je vais me convertir. Et il gagne la bataille. Et c'est comme ça que Clovis, avec 3000 de ses guerriers, un beau jour, se fait baptiser et devient chrétien. Et alors, élément intéressant à remarquer, c'est que dès le début de la conversion de Clovis, ce royaume franc catholique qui naît va se mettre au service de l'Église, et une de ses premières actions va être de combattre l'arianisme, qui était une hérésie. Ça n'a rien à voir avec les Ariens. Hein. C'était le nom d'un clerc qui s'appelait Arius, et qui était une hérésie, je dirais, qu'on pourrait comparer par exemple aux modernistes d'aujourd'hui, les protestants, ce que vous voulez. Et donc il se met au service de Rome, et c'est lui qui casse cette hérésie de l'arianisme. Donc dès le départ, on voit ce barbare qui se convertit, qui se met au service de l'Église et qui combat les ennemis de l'Église dans les hérésies qui apparaissent. Il y a une comparaison intéressante à faire. Rappelez-vous la conversion de Constantin, l'empereur Constantin. Qui est-ce qui a fait basculer Constantin dans le christianisme? Eh bien, la même démarche, à l'occasion d'une bataille, qui était la bataille du pont Milvius, où là aussi, il était en train de perdre, et se souvenant de ce que lui disait sa mère, Hélène, qui allait devenir Sainte Hélène, mal en point, il promet de se convertir au christianisme si jamais il l'emportait. Donc, vous voyez, à quelques siècles, combien exactement? Non, même pas siècle, c'est moins que ça. À quelques années de distance, cette comparaison entre la conversion de Constantin et la conversion de Clovis.
Et je dédierai cette comparaison de ces deux phénomènes aux féministes d'aujourd'hui, qui nous disent que les femmes ont toujours été écrasées par l'homme, qu'elles n'ont eu aucun rôle. Eh bien voilà quel a été le rôle, en tout cas, de deux femmes qui ont fait l'histoire. Et Hélène, mère de Constantin, et Clotilde, la femme de Clovis. Et puis il y en a d'autres. Donc vous voyez, je suis très moderne, je suis très féministe, comme vous pouvez vous en rendre compte. On peut donc considérer que le début de la construction de la France repose sur deux éléments. Le dessein politique de Clovis et apparemment un plan divin. Tout de même, un fait que c'est par cette promesse de se convertir que, je rappelle l'exemple de Constantin encore une fois, et Clovis emportent une victoire parce qu'ils acceptent de se convertir. Et c'est pour ça que certains écrivains, moqués d'ailleurs par beaucoup de nos contemporains, et notamment dans la Nouvelle Droite, moquent par exemple un marquis de la Franquerie quand il parle de la mission divine de la France. Eh bien oui, je regrette beaucoup, il y a une mission divine de la France, et c'est le seul moyen qui permet d'expliquer pourquoi la Révolution dite française a éclaté en France et pas ailleurs. C'est parce que la France représente quelque chose qui dérange ceux qui sont derrière tout ce qui se passe dans l'humanité depuis la création du monde. Si vous voulez un dessin, je vous le ferai. Et c'est tout de même extraordinaire ce qu'en peu d'années, Clovis a réussi à construire, à bâtir, puisqu'il est mort un 27 novembre 511, à 45 ans. Une infection aiguë, on n'en sait pas plus, mais effectivement, à l'époque, la médecine balbutiait, il n'y avait pas d'antibiotiques. Que n'eût-il pas fait s'il avait vécu plus longtemps? Alors, je vais passer rapidement sur les différentes étapes de la construction de la France, de ses déboires, de ses défaites, de ses relèvements. Mais il faut signaler quelques-uns des événements majeurs qui marquent cette prédestination de la France. La sanctification de Louis XI, le futur Saint-Louis, sous l'influence de qui, encore une fois, d'une femme. Louis IX. Louis IX, vous avez dit Louis XI. Je dis, non, Louis IX, oui, Louis IX. Et sous l'influence de qui? De sa mère, Blanche de Castille. Encore une femme. Et puis Jeanne d'Arc. En dépit de la trahison des Bourguignons, par simple jalousie envers le royaume de France, la perfidie des Anglais, ça ne changeait pas grand-chose, on allait en connaître encore davantage par la suite. Et bien entendu, encore une fois, trahison d'un certain clergé, avec l'évêque Cauchon. On peut encore saluer le rôle d'une femme, celle de Sainte-Geneviève, la patronne de Paris, qui défendit Paris, qui incita les Français à résister au Huns. Encore une femme. Alors, messieurs, vous avez tout de même à bien vous tenir. Et quand des imbéciles vous disent « Ah, le rôle de la femme, elle a toujours été méprisée, etc. », ben, rappelez-leur ce genre de petits détails historiques. Il est évident que l'histoire de France est parcourue par des événements à la fois politiques et religieux.
Et là encore, on retrouve cette mission, je ne sais pas comment appeler ça autrement, divine, qui a amené les rois de France, à chaque époque, à réagir contre les hérésies qui apparaissaient. Rappelez-vous, les albigeois, les cathares, les ceci, les cela, les luttistes. Il y a eu le barrage de la monarchie française. Et on ne peut tout de même pas dire, et ça c'est un petit rappel que je ferai au milieu, certains milieux tradis et c'est des vacantistes, qui disent qu'aujourd'hui c'est la calamité, il n'y a plus d'église parce que ceci, parce que cela. Mais la vie de l'Église n'a pas été, de la plus haute antiquité jusqu'à aujourd'hui, un long fleuve tranquille. Elle a été constamment agressée, elle a été aussi constamment défendue par la monarchie française, et c'est justement pour cela que la monarchie française devait être abattue, parce qu'elle était le glaive qui défendait l'Église. Alors, une question vient à l'esprit quand on voit ce déroulement de l'histoire. Pourquoi, à un moment donné, ce mécanisme, cette mission, a-t-elle commencé à être, à disparaître? Pourquoi? Alors que jusqu'alors, la France avait survécu à toutes les agressions, même dans les situations les pires possibles. Alors seulement après le roi fou Charles VI, la faiblesse de Charles VII, l'apparition de Jeanne d'Arc, il y a eu 36 000 occasions où la France a été en péril de disparaître. Et pourtant, à chaque fois, elle a recommencé. Qu'est-ce qui a fait qu'à brusquement, pas brusquement, mais progressivement, elle s'est affaiblie? Eh bien, tout simplement parce que l'on constate que les derniers rois, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, ont cessé d'être fidèles aux principes constitutifs de la France. Quant à Louis XIV, refuse ce que Louis XIII avait fait, c'est-à-dire la consécration de la France au Sacré-Cœur de Marie, je regrette beaucoup, apparemment, ça a eu des conséquences. Alors, on peut être croyant ou pas croyant, les faits sont là. Et alors, il y a un autre élément, j'en ai déjà parlé, je vais en reparler encore aujourd'hui. C'est à partir de Louis XIV que la monarchie française va cesser de s'appuyer sur le peuple contre les oligarchies de l'époque. C'est-à-dire la haute aristocratie, la haute bourgeoisie et les puissances de l'argent qui déjà à l'époque existaient. Et la pire des décisions de Louis XIV aura été quelque peu traumatisé par l'expérience de la Fronde, de croire qu'en attirant sa haute noblesse à Versailles, il allait se mettre à l'abri des intrigues et d'une nouvelle Fronde. Eh bien, les intrigues n'ont pas cessé. Toute cette aristocratie qui est arrivée à Versailles s'est endettée pour paraître, a imposé lourdement ses serfs. Et tout ça, ça a constitué le terreau sur lequel les idées des Lumières, puis l'agitation des loges, allaient prospérer. C'est pour ça que quand comment il s'appelle notre gauchiste préféré là, disait que là, aujourd'hui, l'imposition de la France rappelait l'imposition sous l'Ancien Régime, je réponds, oui, mais quel Ancien Régime?
Si c'est la fin de l'Ancien Régime, tout à fait d'accord. Donc, vous voyez, on ne se rend pas compte comment un fait au début qui paraît anodin, cette décision de Louis XIV de faire venir la haute aristocratie à Versailles, va conduire à la Révolution dite française. Donc, à partir de la fin du règne de Louis XIV, début de Louis XV, on voit apparaître un phénomène nouveau qui est celui de la maçonnerie. Officiellement en 1717, mais cette fermentation existait déjà de la plus haute antiquité. C'est révélé, ça a été un des premiers points d'émergence de la pointe de l'iceberg au moment de la Renaissance, avec la gnose. Et donc, 1717, réunion de 4 loges préexistantes à Londres, par 3 protestants. Donc, unis par leur haine contre le catholicisme. Donc, je ne vais pas vous faire un historique de la maçonnerie, vous l'avez dans mon livre ici, mais je vais vous rappeler, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu le sujet, pour les autres leur apprendre, parce que c'est la base des valeurs de la République, puisque c'est un des thèmes de cette conférence. Alors, première notion à connaître, l'origine du mot franc-maçonnerie. Alors, la plupart de ceux qui s'occupent un petit peu du sujet croient que cela dérive du mot anglais Freemason, c'est-à-dire maçon franc, ce qui n'est pas le cas, mais plutôt maçon libre. Eh bien non, pas du tout. Ça a une autre origine qui est beaucoup plus crédible, de ce que l'on en sait, c'est que son origine dérive de l'hébreu Freemason, je ne sais pas comment on prononce ça en hébreu, mais vous ne m'entraînerez pas rigueur, qui veut dire la suite de Mishnah, qui est le second livre du Talmud. Voilà, qui est une filiation intéressante, qui décrit bien le problème. Et alors, je pourrais vous citer à l'infini des textes qui confirment cette filiation. Par exemple, celle de la devise du 17e degré des grades symboliques de la Royal Arch, qui stipule, je cite, « Pour le bien de la maçonnerie en général et pour celui de la nation juive en particulier ». Autre preuve dans le rituel maçonnique de 1723, à la question « Où se tint la première loge ?», l'initié doit répondre « Sous le porche de Salomon, les 2 colonnes s'appelaient J et B ». C'est l'allusion, je cite toujours, des 2 colonnes de nuée et de feu, Jachin et Boaz, qui guidaient les Hébreux jour et nuit selon la légende juive. Vous croyez toujours pas? Encore une citation. Celle de 2 francs-maçons, Luc Nefontaine et Jean-Philippe Schreiber, dans leur livre « Judaïsme et maçonnerie, histoire d'une fraternité », qui disait ceci. Quant aux États-Unis, au Canada, en Australie, entre autres, si d'aventure il n'y avait pas de synagogue, le temple maçonnique tenait lieu et servait au culte israélite. C'est pas suffisant, ça? Ainsi, la franc-maçonnerie est bien une création juive reposant sur la Kabbale talmudique, contrairement à ce qu'affirme le marin Bernard Anthony dans ses pseudo-vérités sur la maçonnerie. Alors voyons maintenant comment la maçonnerie se présente pour attirer les naïfs.
Et je vais commencer par ce que l'on appelle les constitutions d'Anderson, qui était un des 3 individus qui a participé à la constitution. Voilà ce qu'il disait. Parce que c'est vraiment le parfait exemple du double visage de la maçonnerie que j'ai voulu reproduire dans l'illustration du livre « La maçonnerie ». Cet homme a 2 visages. Voilà ce qu'il disait. Un maçon est obligé par sa tenure d'obéir à la loi morale. S'il entend bien l'art, alors entre guillemets l'art dans le jargon maçonnique, c'est-à-dire la règle maçonnique, il ne sera jamais un athée stupide ou un libertin irreligieux. On juge plus commode de nos jours de ne les obliger qu'envers la religion sur laquelle tous les hommes se mettent d'accord, laissant à chacun d'eux la liberté de ses opinions personnelles. Cette religion consiste à être homme de bien et sincère, homme d'honneur et de probité, quelles que soient les dénominations et croyances qui puissent les limiter. C'est un parfait tissu de mensonge, car pour ne parler que de la référence à homme d'honneur et de probité, il faut savoir que de son temps, Anderson lui-même était tenu par ses propres amis pour un gredin. Et j'ai trouvé cette référence dans un livre, je crois que c'est bref, peu importe, en tout cas c'était dans un livre maçonnique que j'ai trouvé ça, cette référence, c'était un gredin. Et franchement, on ne peut pas dire qu'au cours de l'histoire des républiques maçonniques que nous avons eues jusqu'à aujourd'hui, l'honnêteté, la probité, la morale aient fait partie de la panoplie de la maçonnerie. Quand même. Un autre auteur maçon, Édouard Plantagenet, alias Engel, faisait lui aussi une présentation tout aussi rassurante de la maçonnerie dans son livre « La franc-maçonnerie en France ». Je cite. La franc-maçonnerie, institution essentiellement philanthropique, philosophique et progressiste, a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale, la pratique de la solidarité. Elle travaille à l'amélioration matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l'humanité. Elle a pour principe la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même et de la liberté de conscience. Considérant les conceptions métaphysiques comme étant du domaine exclusif de l'appréciation individuelle de ses membres, elle se refuse à toute affirmation dogmatique. Elle a pour devise liberté, égalité, fraternité. La franc-maçonnerie a pour devoir d'étendre à tous les membres de l'humanité les liens fraternels qui unissent les francs-maçons sur toute la surface du globe. Elle recommande à ses adeptes la propagande par l'exemple. Le franc-maçon a pour devoir, en toutes circonstances, d'aider, d'éclairer, de protéger son frère, même au péril de sa vie, et de le défendre contre l'injustice. Philanthropique, philosophique, progressiste, et a pour principe la tolérance mutuelle. J'espère que vous aurez apprécié cette collection de bons sentiments et de mots gentiment ronflants qui rassurent, mais qui ne collent pas tout à fait à la réalité quand on connaît l'exemple de tous les épisodes maçonniques, tous les scandales qui se sont succédés. Alors, pour synthétiser un petit peu et répondre à
cette belle déclaration, je voudrais tout de même planter mon petit bistouri là où ça fait un peu mal. Sur la liberté et la tolérance de ceux qui entrent en maçonnerie. Voilà ce que disait le franc-maçon Ragon, c'est celui auquel je pensais au sujet justement de ce qu'il disait de l'honnêteté de Anderson. Ragon, dans son rituel des 3 premiers grades, disait ceci. Écoutez bien, tout profane qui se fait recevoir maçon cesse de s'appartenir. Il n'est plus à lui, mais il appartient à un ordre qui est répandu sur la surface du globe. Il cesse de s'appartenir, il n'est plus à lui. Si vous avez des amis tentés de rentrer en maçonnerie, mettez-lui sous le nez ce texte. Ainsi, contrairement à un citoyen qui entre dans un parti politique et qui croit au programme politique du parti, eh bien celui qui rentre en maçonnerie, c'est encore pire, rentre en maçonnerie sans même savoir quel est le programme maçonnique, puisque vous savez ou vous devriez savoir que le propre de la maçonnerie, c'est non pas que c'est une société secrète, mais que c'est une superposition de sociétés secrètes dont la base ne sait rien de ce que veut le sommet. Donc c'est un chèque en blanc. Et regardez le cynisme du haut initié Albert Pike. Dans son ouvrage Morals and Dogmas, une partie des symboles est divulguée à l'initié, mais ce dernier est intentionnellement induit en erreur, on ne veut pas qu'il comprenne. Leur vraie explication est réservée aux princes de la maçonnerie. Princes de la maçonnerie? Mais c'est là toute la caractéristique de la maçonnerie, justement. Et je me répète, ce n'est pas une société secrète, c'est une superposition de sociétés secrètes dont la base ne connaît rien des buts et des intentions de ceux que l'on appelle, comme il dit, les princes de la maçonnerie, ou que l'on appelle aussi les supérieurs inconnus. Je voudrais rappeler une chose que mon père avait mise en lumière dans son livre « Le secret des francs-maçons ». Quand il est spécifié aux candidats à l'entrée en maçonnerie, et c'est toute la démarche de ce qu'on appelle les frères enquêteurs, qu'avant d'accepter l'entrée d'un candidat, je cite, « ils doivent s'entourer de toutes les garanties, même poussées à l'exagération, avant d'accepter un profane. Les profanes sont prévenus qu'en cas de supercherie, la maçonnerie, je cite, ira même jusqu'à les attaquer dans leurs biens et leur personne. » Mais où est la liberté? Où est la liberté de celui qui entre en maçonnerie à la recherche de la liberté? Où est la liberté? On vous dit froidement, on les trompe, on ne veut pas qu'ils comprennent. On leur dit, mon petit bonhomme, tu ne t'appartiens plus, tu es à nous. Où est la liberté? Et oui, celui qui rentre en maçonnerie n'est plus un homme libre, il a librement renoncé à sa liberté. Deuxième point où je voudrais bien mettre mon petit bistouri, la notion de morale, entre guillemets, maçonnique. Il suffit déjà, pour s'en faire une petite idée, de citer un certain nombre de livres.
Par exemple, la messe noire du haut initié sataniste du XIXe siècle, Stanislas de Gaïta, vous avez tout ça dans mon livre, le plaidoyer pour Satan, publié dans la revue maçonnique L'Acacia, numéro d'octobre 1924, le livre La sorcière du franc-maçon Michelet, l'essai sur la liberté et la nécessité, le plaisir à la souffrance du juif franc-maçon américain Benjamin Franklin, celui qui allait initier Voltaire à la loge des 9 sœurs, entre autres choses. Il est préfiguré tout simplement le divin marquis de Sade, qui allait venir après. Et puis les élucubrations sexualo-lucifériennes du Templi Orientis d'Aleister Crowley et ses sacrifices humains. Et tout ça décrit sur base de leur propre texte. Je n'invente rien. Je les coince, je les décapite par leur propre texte. Lord le Dispenser fut un franc-maçon du XVIIIe siècle, qui était là c'est encore une citation, l'un des débauchés les plus notoires d'Angleterre, qui organisait chez lui une sorte d'ordre monastique sacrilège, les fameux moines de Mac Omenham, qui se réunissaient en costume religieux et liturgique pour blasphémer tout en buvant et en faisant l'amour. Pourquoi pas? Au nom de la morale maçonnique, bien sûr. Donc, vous voyez, la morale invoquée dans les constitutions d'Anderson, lui-même un coquin et un fripouille selon ses contemporains, n'a absolument rien à voir à faire avec la morale chrétienne, elle est satanique. Alors, chose très intéressante, justement, à propos de cette notion de morale maçonnique. Et c'est Jules Boucher qui en donne la clé. Très intéressant. C'est dans Humanisme, numéro 199 de septembre 91, il dit ceci. La vertu n'est pas la moralité du comportement privé, mais une qualité politique, le civisme. C'est remarquable comme définition. Ça veut dire quoi? Obéissez et vous serez vertueux. Tout simplement. Donc quand nos hommes politiques nous parlent de civisme, mais c'est leur morale maçonnique qu'ils sous-entendent. Vous voyez l'importance des mots et de ce que cachent les mots. Et voilà, tel est le sens de la phrase de Anderson sur le développement moral, intellectuel et culturel de ces adeptes. Alors, troisième point aussi qu'il faut soulever, le complot. Que vous savez, dans nos milieux, certains s'acharnent à nier, malgré toutes les preuves qu'on peut leur apporter, ce qui est très significatif. Je voudrais rappeler la recommandation d'Adam Weishaupt. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'était un juif converti à la fin du XVIIIe siècle à la religion catholique, qui ensuite est passé à la maçonnerie. Il a été le fondateur de ce qu'on a appelé les Illuminés de Bavière, dont on trouve la transposition aujourd'hui, en France bien entendu, mais notamment aux États-Unis, avec les Skull and Bones. Skull and Bones, c'est la traduction des Illuminés de Bavière. Alors voilà ce qu'écrivait ce grand adepte de la liberté. Il faut établir un régime dominateur universel, une forme de gouvernement qui s'étende sur tout le monde. C'est dans l'intimité des sociétés secrètes qu'il faut savoir préparer l'opinion. Alors, vous avez tout là-dedans. La liberté, où est la liberté? Il n'y a pas de liberté. C'est pas un complot? Et alors, qu'est-ce qu'il veut dire, si c'est pas un complot? Tout est là. Et alors, on voit la suite des événements.
d'une multitude de citations dans mon livre. Je vais vous en donner quelques-unes, parce qu'elles sont vraiment exemplaires, tellement elles définissent bien le sujet. Roger Le Ray, qui avait été grand maître du Grand Orient, qui rappelait au convent de 1966, dans la revue Humanisme, on trouve ça. Il y a 200 ans, le chevalier de Ramsay, qui était un haut initié de la fin du XVIIIe, grand ami de l'abbé de Fénelon, qui fut le formateur éducateur de Louis XVI. Étonnez-vous que ce malheureux Louis XVI n'ait pas compris ce qui allait lui arriver. Donc voilà ce que disait Roger Le Ray. Il y a 200 ans, le chevalier de Ramsay a annoncé la République universelle. Depuis, inlassablement, les maçons du monde entier participent à son édification. C'est pas un complot, ça? Et puis Guy Piot, autre grand maître du Grand Orient, de la Grande Loge de France, qui disait ceci: la recherche d'une communauté européenne, tiens, puis universelle, entre évidemment dans le champ de nos réflexions et de nos actions. Les francs-maçons du Grand Orient ne sont pas les seuls à prôner la destruction des nations. Ceux de la Grande Loge de France tiennent le même langage. La construction d'un espace européen n'est pour les maçons que le précurseur d'un espace universel, d'une terre patrie. Et Richard Dupuy, autre grand maître de la Grande Loge de France, d'un point de vue initiatique, de 1989, disait: nous travaillons à l'avènement d'une république universelle et cette république passe par l'Europe. Eh bien, c'est de ce personnage qu'un certain Serge de Beketch disait qu'il était son ami. C'était dans Minute, numéro 1207 du 25 mars 1985. Vous comprendrez pourquoi, qu'entre certains que je dérange se contentent de m'insulter, etc., ou d'occulter ce que je dis. C'est que quand je prends quelqu'un en ligne de mire, j'ai mes armes, leur texte. Et puis, il y a cette fameuse déclaration du grand maître de la Grande Loge nationale de France, qui est pour le bon public la loge rassurante, soi-disant déiste. Donc, la bonne loge. Voilà ce que disait Jean Bellon. Chaque rite a des particularités, une spécificité, une formulation, mais ses membres reçoivent une formation maçonnique complète et équivalente, conduisant au même centre. Au même centre. À la maçonnerie des grandes loges succédera le maçonnisme, qui sera la religion universelle. Donc, vous comprenez bien, et c'est ce qu'il faut dire aux nigauds qui croient qu'on peut faire une distinction entre Grand Orient, Grande Loge nationale de France, qui a les méchantes, les passables, les bonnes. La maçonnerie est un tout avec différentes facettes pour les différents publics qu'elle est appelée à travailler. Et c'est cela, je vais me répéter encore une fois, parce qu'il faut tout de même savoir que dans nos milieux, il y a un certain nombre d'individus qui soit sont carrément bouchés, soit sont carrément les compagnons de route de la maçonnerie. Les abbés gnostiques, Guillaume de Tanoir et Grégoire Sellier, lui toujours en place auprès de la fraternité Saint-Pédis, quand même, malgré tous les avertissements que j'ai pu faire, et je n'ai pas été le seul à le faire, toujours en place. Pourquoi?
Et puis les Bernard Denis, les Daniel Amiche, le feu Emmanuel Ratier, qui dernièrement, peu de temps avant sa disparition, avait écrit froidement « Aujourd'hui, la maçonnerie n'est plus du tout révolutionnaire. » Ah bon? Oui? J'aurais besoin qu'on lui achète des lunettes à celui-là. Il n'est plus là, donc ça servirait plus à rien de lui acheter une paire de lunettes. Ce serait de l'argent jeté par la fenêtre. Et puis Jean Sévillia, le chéri des salons parisiens, bien pensant, qui nie justement que la Révolution française ait pu naître d'une certaine influence judéo-maçonnique, et qui a écrit un livre qui vaut son pesant de cacahuètes, quand les catholiques étaient hors la loi. Par quoi ils ne le sont plus aujourd'hui? Et puis Yves Chiron, qui a encore fait parler lui dernièrement, justement, toujours en train de nier qu'il y ait le moindre complot. Pierre-André Taguieff, Jean-Louis Maxence, Patrice de Ploumquet, puis vous savez, il y en aurait encore quelques-uns à citer. Et si je me cite toujours, c'est parce que ces gens-là doivent être vidés de nos milieux. Ou ce sont vraiment des crétins finis, et on n'a pas besoin de crétins. Ou ce sont des escrocs, et on n'a pas besoin d'escrocs non plus. Alors je voudrais maintenant m'appesantir un tout petit peu sur les affaires. Et depuis ses débuts, l'action de la maçonnerie a été parsemée de scandales politico-financiers. Je vous ai cité Anderson, ce que pensaient de lui ses contemporains et amis. Philippe Égalité, agioteur dépravé, qui était le grand maître du Grand Orient de France à l'époque. Pas n'importe qui, grand maître du Grand Orient de France, cousin du roi et régicide, tiens. Necker, puis la succession des scandales de la Troisième, de la Quatrième, de la Cinquième République, puis quelques noms qui vont peut-être vous rappeler quelque chose. Bon, sous l'Ancien Régime, l'affaire du collier de la Reine avec Cagliostro. Ah, le comte de Cagliostro, ça sonne bien, ça. Quelle belle noblesse! Mais qui s'appelait tout prosaïquement Joseph Balsamo. Il n'était qu'un petit juif italien. Et puis les affaires de Panama, l'affaire Dreyfus, l'affaire Stavisky, l'assassinat du conseiller Prince, les affaires Finali, les bons du Trésor, l'affaire Hanau, celle des Piastres, sous la Troisième et la Quatrième République. L'Indochine, Piastres. La Piastre, oui. Et dans lesquels on retrouvait les noms d'hommes politiques qui ont pesé leur poids dans l'histoire de France récente, enfin relativement récente, Gambetta et Clémenceau. Le grand patriote Clémenceau. Et puis plus tard, les étranges morts de Robert Boulin, du général Paul Stellin, les affaires du Carrefour des Développements de Schuller-Maréchal, et HLM de Paris, de l'OPAC de Paris, dont le secrétaire était un certain Henri de Lesquen. Oui. Ah, comme c'est curieux. Les affaires du Sentier, dont les responsables s'enfuient allègrement sans problème en Israël, où il est bien entendu pas question d'obtenir l'extradition. Alors que les malheureux qui leur ont fait confiance, eh bien, ils restent sur le pavé, ayant perdu leurs économies. Et puis, sans contaminer d'un certain Laurent Fabius, responsable mais pas coupable, évidemment. On ne peut pas être coupable avec un nom pareil.